Donc, bienvenue à ce panel sur l'employabilité, l'intégration et le maintien en emploi avec la contribution des environnements capacitants. Alors, quelques petites consignes avant de commencer ce panel. Nous avons la possibilité, vous voyez, nous avons des interprètes, nous avons aussi des interprètes français-anglais, et vous aurez la possibilité de poser des questions au fur et à mesure, plutôt en utilisant le chat, si c'est possible pour vous, qu'on ait tout à un seul endroit. C'est Aline Le Chaume ici présente qui, à la fin de la session, va reprendre vos questions qui sont écrites sur le chat, qui va les lire et ensuite on lancera la discussion avec nos différentes présentatrices et entre les participants. Petite autre option aussi, si vous voulez poser des questions à la fin des présentations, vous avez une petite icône de main en bas de l'écran. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir la possibilité, ça, je viens de lever ma main. Si vous voulez prendre aussi la parole, on s'assurera que vous puissiez la prendre avec cette main-là. Voilà, et à ce moment-là, les personnes qui nous assistent dans le panel ouvriront vos micros, puisque par défaut, les micros sont fermés, et ouvriront, le cas échéant, vos caméras. Voilà, alors sur ces petites introductions matérielles, donc je vais présenter les personnes qui sont avec nous cet après-midi. Alors, Aline Le Chaume, que je vois à côté de mon écran, est professeure au département des relations industrielles à l'Université Laval. Elle est spécialisée en politique publique et en parcours d'insertion en emploi. Alors, moi-même, je m'appelle Isabelle Feilloux, je suis professeure d'ergonomie dans le même département des relations industrielles. Alors, on m'a dit, présente l'ergonomie, donc je vais le faire de façon très rapide. L'ergonomie, ça consiste à adapter le travail aux personnes et non les personnes au travail, pour le dire très simplement. Donc, on est préoccupé par les conditions de travail pour une plus grande diversité de personnes possible, de façon à ce que les gens ne se blessent pas, aient de la satisfaction dans leur travail et puissent se développer dans leur travail et plus largement dans un emploi. Alors, nous avons avec nous aujourd'hui 3 étudiantes qui travaillent avec Aline et moi, qui vont illustrer au travers de leur projet étudiant différentes facettes de la contribution des environnements capacitants à l'emploi et au travail. Marie-Ève Rio-Massy commencera la première des interventions qui permettra d'illustrer ces concepts-là, cédera ensuite la parole à Kim Lajoie et ensuite à Savannah Laurence. Je les laisserai se présenter dans leurs différentes interventions pour ne pas dire de bêtises. Et avant d'aller dans ces illustrations-là, ce que nous vous proposons, c'est de commencer par le partage d'un vidéo de collègues avec qui nous travaillons avec Aline, qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui, mais qui ont fait une petite introduction pour rappeler finalement qu'est-ce que c'est un environnement capacitant, d'où ça vient et pourquoi finalement on pense que ça peut être un concept ou des lunettes intéressantes pour venir favoriser l'employabilité, l'intégration et le maintien d'emploi pour une diversité de personnes. Alors, c'est Aline qui va vous faire ce partage-là. Et une fois qu'on aura terminé de vous partager ce vidéo-là, je passerai donc la parole à Marie-Ève, qui sera la première de nos présentatrices à venir illustrer au travers donc, de son projet les concepts qui vous auront été présentés sur le vidéo. Voilà, on a fait nos petits tests. Normalement, ça doit marcher. Donc, Aline, si tu peux nous faire le partage. Bonjour, aujourd'hui, il me fait grand plaisir d'être avec vous pour introduire ce forum sur l'environnement capacitant en soutien à l'insertion socio-professionnelle. Je trouvais important quand même de refaire le point en guise d'introduction au forum, de refaire le point sur qu'est-ce qu'on entend par environnement capacitant en soutien à l'insertion socio-professionnelle. C'est une approche qu'on développe beaucoup en ergonomie constructive. Donc, l'ergonomie vise à adapter finalement le travail à toutes les personnes. Le concept d'environnement capacitant à la base nous provient du concept précédent qui a été proposé par Amartya Sen. En fait, cette personne a développé le concept de capacité
pour expliquer d'une certaine façon pourquoi certaines personnes ont moins accès aux ressources que d'autres personnes. Ce qui est intéressant dans le concept de la capacité, c'est qu'on n'est pas uniquement sur des facteurs personnels. On étudie l'empêchement de participer à travers le fonctionnement réel qui est réellement accessible aux individus. Donc, ce que ça dit, en gros, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir le bon outil, encore faut-il, savoir s'en servir, mais aussi pouvoir le mobiliser en différentes situations. La capacité, en fait, se trouve à être l'ensemble des facteurs qui vont faciliter ou au contraire entraver la capacité d'une personne à faire usage des ressources qui vont être mises à sa disposition pour les convertir en réalisation concrète. Les facteurs de conversion sont des mécanismes qui vont soutenir ou qui vont freiner la mobilisation des ressources. On parle de 3 types de facteurs de conversion. Les facteurs personnels, donc par exemple le talent, les motivations, l'expérience, etc. On va parler également des facteurs de conversion sociaux, donc la volonté politique, les normes et les cultures de métier, les différentes protections sociales, les conventions collectives, l'organisation sociale du travail. Et finalement, les facteurs de conversion environnementaux, qui sont le lieu physique, l'environnement bâti, l'organisation matérielle, les systèmes techniques, le fait d'être dans un environnement urbain, rural. Donc, le territoire également va faire partie des facteurs de conversion environnementaux. Ce qu'on entend par ressources, maintenant, il y a différentes définitions de ressources dans le domaine de l'ergonomie et dans le domaine de l'analyse du travail. On va parler de ressources opératoires, qui est un concept développé par notre collègue Céline Chatigny. Une ressource opératoire, qu'est-ce que c'est exactement? Bien, c'est des aides que les individus vont se construire individuellement ou collectivement en milieu de travail. Et pour être opératoire, ces aides-là doivent être utiles et utilisables au moment de l'action. Donc, c'est très important de toujours se rappeler du concept utile et utilisable au moment de l'action parce que c'est pas parce qu'on met à disposition une ressource qu'on est toujours capable de la mobiliser pendant qu'on est en train de faire notre travail. La conception d'environnement capacitant, donc, si on veut la définir simplement, c'est de concevoir des environnements techniques, sociaux et organisationnels qui vont fournir aux individus l'occasion de développer des nouveaux savoir-faire, des nouvelles compétences, d'élargir leurs possibilités d'action, leur degré de contrôle sur leurs tâches et leur mode opératoire. Un environnement capacitant, en fait, ça permet le développement des personnes au travail et par le travail. Et quand on parle de développement des personnes, on va parler d'une dimension, il y a toute une dimension productive du travail, mais il y a une dimension constructive également. En termes de dimension productive, quand on parle de productivité, il ne faut pas se leurrer, on ne parle pas uniquement de la productivité économique ou matérielle, mais on parle de tout ce qui est la transformation de la matière, la production de services et la réalisation d'une œuvre collective au travail. Et puis, en termes de dimension constructive, on parle du développement par le biais de l'apprentissage, développement des organisations, santé, bien-être. L'année dernière, quand j'avais présenté le modèle qu'on utilise en ergonomie pour analyser une situation de travail, je vous avais présenté ce schéma-là que je ne prendrai pas beaucoup de temps à vous décrire aujourd'hui. Mais en gros, ce qu'on essaie de faire pour développer des environnements, avant de développer des environnements capacitants, c'est qu'on essaie d'analyser la situation d'une personne en activité pour comprendre tous les déterminants de la situation qui vont influencer le processus de régulation de l'activité et qui va en conséquence produire soit un développement pour la personne ou pour l'organisation et qui va permettre, par exemple, à la personne de réussir, de s'insérer professionnellement, d'être fière d'elle au travail, de développer de l'autonomie et également de préserver sa santé, qui est très important également. Quand on parle d'un environnement capacitant, de quel environnement capacitant parle-t-on? Pour qui on développe des environnements capacitants en ergonomie? En fait, notre équipe de recherche a exploré plus récemment le développement d'environnements capacitants d'autres types de personnes que celui ou celle, finalement, qui est en processus d'insertion socio-professionnelle. Mais on veut comprendre aussi l'environnement capacitant de tous les acteurs et tous les intervenants de premier niveau qui se trouvent à interagir avec cette personne-là qui est en processus d'insertion professionnelle.
Donc, on parle ici des formateurs et des formatrices, des superviseurs de stage, des conseillers, des conseillères en emploi, des agents d'intégration en emploi, des employeurs et des délégués syndicaux. Suite à la présentation de l'année dernière, ça a été le moteur pour le développement d'un partenariat avec des intervenants puis des partenaires de Sphère Québec qui nous ont sollicité pour explorer plus à fond le concept des environnements capacitants, comment on peut soutenir les entreprises ou les initiatives d'insertion et d'aide à l'employabilité pour les personnes handicapées. Et puis ça a été le moteur pour appliquer à un projet d'expérimentation offert par l'Office des personnes handicapées du Québec, l'OPHQ. Et puis, on était heureux et chanceux finalement d'obtenir la subvention. Donc, on démarre actuellement un projet avec 2 partenaires. La ferme Jeunes au travail, qui est une initiative de développement de l'employabilité pour les personnes éloignées du marché du travail qui sont dans une situation temporaire d'incapacité et qui, par le biais d'un programme de formation sur une période d'à peu près 6 mois, vont graduellement reprendre confiance en eux et trouver un projet de vie qui peut passer par un processus d'insertion professionnelle ou un retour aux études. Et en partenariat également avec Accès Service, qui est une entreprise adaptée, plus particulièrement le volet entretien ménager, qui offre une formation, des stages de plateau de travail et finalement un accompagnement pour un emploi véritable au sein de l'entreprise Axia. En fait, ce projet-là, ce qu'on veut faire exactement, c'est vraiment analyser le travail des intervenants de première ligne et de premier niveau, soit les formateurs, les responsables de plateau de travail, ceux qui accompagnent les participants dans la recherche d'un milieu de travail véritable. On veut étudier leur travail à eux. On veut concevoir des environnements de capacitants pour eux, pour qu'ils puissent se construire professionnellement. Puis à terme, on pense que ça pourrait être partagé et puis ça pourrait servir à professionnaliser les compétences des personnes qui sont impliquées directement dans l'accompagnement des personnes pour trouver un emploi. Merci. Je vous laisse la parole, Aline et Isabelle, pour poursuivre les échanges dans le cadre de ce forum. Alors, on fait un merci virtuel à Marie Laberge qui a fait cette présentation introductive. Donc, comme vous voyez, on peut avoir 2 cibles finalement pour développer ces environnements capacitants, soit la personne en situation de handicap ou les différents acteurs qui interviennent dans ce processus d'intégration socio-professionnelle. Alors, vous allez voir avec les exemples qu'on va vous partager maintenant, finalement, au travers des présentations de Marie-Ève et de Kim, on va toucher ces différentes populations. Puis la présentation de Savannah va peut-être être un peu plus ciblée sur les personnes en situation de handicap dans le milieu de travail. Mais bien évidemment, pour que les transformations proposées aient lieu, il faut que les acteurs de l'entreprise eux-mêmes soient partie prenante, je dirais, de ce processus. Alors, si jamais il y a des questions, alors j'en vois pas pour l'instant, vous pouvez commencer donc à les mettre dans le chat, puis on va les garder pour les aborder à la fin de la présentation. Donc Aline, tu nous refais le partage des vidéos et ça va être Marie-Ève, je pense, qui va initialiser les présentations. Et juste avant de démarrer le partage, juste préciser justement pour Marie-Ève, Kim et Savannah, de parler assez lentement pour permettre justement l'interprétariat. Merci. Donc, bonjour, mon nom est Marie-Ève Riomassi. Je suis étudiante à la maîtrise en relations industrielles et je vais vous présenter une partie de mon projet aujourd'hui. Donc, je m'intéresse à la transition en emploi des diplômés du collégial technique qui ont un handicap invisible, dont des troubles d'apprentissage spécifiques, dont la dyslexie, la dysorthographie et la dyscalculie, qui sont des troubles d'apprentissage liés à la lecture, l'écriture et le calcul. Je m'intéresse aussi aux troubles d'attention avec ou sans hyperactivité. Et puis, il n'y avait pas de limitation dans mon projet de recherche quant à la possibilité d'avoir plusieurs diagnostics simultanément ou plusieurs situations de handicap, qu'elles soient visibles ou non visibles. Donc, c'était possible dans mon projet d'avoir plusieurs situations de handicap à la fois. J'ai interviewé dans la première phase de mon projet 7 diplômés du collégial technique qui étaient diplômés depuis 3 ans ou moins.
Et puis, ces diplômés provenaient des régions de Montréal et de Québec. Ensuite, suite à ces entrevues où est-ce que j'ai été en mesure d'identifier des facilitateurs, des obstacles ainsi que des parcours types avec également des recommandations qui m'ont été formulées par les diplômés, j'ai pu bâtir un guide d'entrevue pour les professionnels. Donc, ma deuxième phase d'entrevue était auprès de professionnels provenant de Cégep, de Carrefour Jeunesse Emploi et de Bureau de service Québec. Eux aussi provenaient des régions de Montréal et de Québec. Donc, j'ai fait l'hypothèse que ces professionnels étaient en mesure de soutenir les diplômés ayant ce type de handicap dans leur transition en emploi. Parmi les types de professionnels étudiés, il y avait également dans les cégeps des conseillers en orientation, des conseillers en services adaptés, ainsi que des conseillers en emploi. J'ai tenté de déterminer avec eux quel type de clientèle venait les consulter pour leur transition en emploi, quel type d'éléments étaient facilitateurs dans leur intervention auprès de cette clientèle-là, quels éléments étaient aussi des obstacles. Et puis, ils m'ont également mentionné des pistes d'amélioration pour augmenter l'efficacité de leurs interventions. Et puis, je les ai également questionnés sur leur aisance à répondre à ce type de questions. Donc, ce que j'ai relevé dans mon projet de recherche concernant les particularités de ces limitations dans leur transition en emploi, c'est la présence de comorbidités fréquentes dans les types de diagnostics étudiés. Donc, dans toutes les personnes que j'ai interviewées qui avaient un trouble d'attention avaient également au moins un autre trouble d'apprentissage. Et il y avait également la présence d'anxiété pour la plupart. J'ai aussi relevé une augmentation de la durée du cheminement de leur scolarité. Donc, au lieu de prendre le 3 ans prévu pour un diplôme de collégial technique, leur cheminement était toujours plus long, à l'exception d'un seul diplômé pour qui le cheminement était régulier. Donc, la raison pour laquelle le cheminement était plus long, c'est en raison d'une diminution de charge de cours qui leur était recommandée. Une autre particularité que j'ai relevée, c'est la divulgation de la situation de handicap. Donc, la majorité des participants que j'ai eu à mon projet de recherche ont accepté de divulguer leur situation de handicap dans leur situation de stage et dans leur situation d'emploi, à l'exception de 2 personnes pour eux, ce n'était pas envisagé de divulguer leur situation de handicap. J'ai également pu observer un déni de leurs difficultés, autant de la part des personnes en situation de handicap que des professionnels. Donc, des personnes me mentionnaient ne pas avoir de difficultés dans leur transition en emploi, malgré le fait qu'on pouvait constater durant l'entrevue que ces personnes avaient dû avoir recours à du chômage, par exemple, ou bien avoir eu recours à différentes réorientations de carrière, etc. Et c'était également présent de la part des professionnels. Donc, la très grande majorité des professionnels que j'ai interviewés me mentionnaient d'emblée que la clientèle que je vise dans mon projet selon eux, n'ont pas de difficulté en emploi. Toutefois, tout au long de l'entrevue, ils étaient en mesure de me donner des exemples très concrets de situations difficiles qui avaient été vécues par les diplômés pour lesquels un soutien quand même important avait dû être mis en place. Donc, d'emblée, leur réponse est d'affirmer qu'il n'y a pas de difficulté au niveau de la transition en emploi. Et même après avoir identifié ces exemples parlant de difficultés, ils continuaient à m'affirmer qu'il n'y avait pas de difficulté. Et donc, une des hypothèses formulée à la suite de ça, c'est que cela peut avoir un impact négatif sur les soutiens offerts et donc que les soutiens ne seront pas forcément adaptés à ces personnes-là. Puisque, étant donné que
étant donné qu'ils ne perçoivent pas forcément les difficultés des personnes qui viennent les consulter, il y a de fortes chances que certains services ne leur soient pas offerts. Un autre élément qui font en sorte que les soutiens sont parfois non adaptés, c'est le manque de formation de la part des professionnels. Donc, j'ai plusieurs professionnels qui m'ont mentionné que lorsqu'ils étaient confrontés à des personnes qui avaient des problématiques particulières liées à des situations de handicap en milieu de travail, ils faisaient des recherches sur Google avec le nom du diagnostic pour s'informer des types de limitations qui pouvaient être présentes en milieu de travail et essayer, à partir de ça, d'aider le mieux possible les personnes qui leur demandaient du support. Donc, il y avait quand même un assez grand manque de formation à ce niveau-là. On peut changer la diapositive. Puis, en dernier, j'aimerais vous glisser un mot sur la divulgation de la situation de handicap qui est sortie à plusieurs reprises, autant avec les professionnels qu'avec les diplômés. Donc, ils m'ont identifié plusieurs avantages au fait de divulguer la situation de handicap en milieu de travail et plusieurs inconvénients également. Parmi les avantages, évidemment, figure le fait de pouvoir, à partir de là, demander des mesures d'adaptation si nécessaire. Mais j'ai également remarqué que pour plusieurs des diplômés, le simple fait de mettre au courant les supérieurs hiérarchiques, c'était pour eux suffisant. Ils se sentaient davantage en sécurité de cette manière-là et donc, tu n'avais pas forcément d'autres besoins. Pour ce qui est des inconvénients liés à la divulgation, il peut y avoir parfois des blagues. Donc, j'ai eu une diplômée qui m'a mentionné que régulièrement, elle faisait l'objet de blagues qu'elle ne percevait pas forcément méchantes, mais que c'était un comportement qui était relativement récurrent. Et puis, pour terminer, le respect de la confidentialité. Donc, le fait de parler d'une situation de handicap à un collègue ne signifie pas forcément que l'information peut circuler au travers de l'équipe de travail. Même chose pour le fait de parler à un superviseur hiérarchique, par exemple, de la situation de handicap, ne signifie pas forcément qu'il peut mentionner l'information, même si, par exemple, un conflit de travail est soulevé de la part d'un collègue. C'est vraiment important de respecter la confidentialité afin de créer un environnement sécuritaire et inclusif. Donc, je vous ai présenté plusieurs éléments entravant ou facilitant la création d'un environnement de travail inclusif et d'un environnement de capacitant. Alors, voilà, je vais passer la parole maintenant à Kim. Un grand merci Marie-Ève. Peut-être Kim, avant de te passer la parole, je veux revenir sur la présentation de Marie-Ève. Elle nous a vraiment très bien illustré le fait que justement ces facteurs de conversion peuvent être ou pas présents et toucher directement la personne au travers de facteurs plus personnels dont elle nous a parlé, mais aussi de facteurs sociaux qui vont faire en sorte notamment qu'on va aller jusqu'à offrir ou pas des services, dépendamment justement s'il y a ce déni de la situation. Et donc on a à la fois une illustration de ce qui peut être capacitant ou incapacitant pour une personne en situation de handicap, mais aussi au travers de l'aspect en lien avec la formation des acteurs, que nous a très bien démontré Marie-Ève. Pour eux-mêmes, on n'est pas dans une situation d'environnement capacitant. Donc, en étant eux-mêmes mal outillés, finalement, ça devient difficile de concrètement eux-mêmes être des facteurs qui permettent de développer les environnements capacitants pour les personnes en situation de handicap. Voilà. Donc, je pense que c'était vraiment une très belle illustration du fait qu'on peut toucher deux types de populations. Donc, Kim, à toi maintenant. Merci Marie-Ève. Donc, bonjour, je me nomme Kim Lajoie, je suis étudiante à la maîtrise en relations industrielles à l'Université Laval. Mon projet de mémoire porte sur l'intégration socio-professionnelle des personnes vivant avec une déficience intellectuelle en emploi. Tu peux changer la diapo. Donc, mon projet a pour objectif de déceler les besoins des personnes ayant une déficience intellectuelle dans le but de mieux les accompagner dans leur intégration et leur maintien en emploi, et aussi dans le but de déceler les facteurs qui peuvent rendre le marché du travail plus inclusif.
J'ai décidé de travailler sur ce projet-là parce qu'on peut voir que le marché du travail se complexifie et qui va demander aussi un niveau d'études de plus en plus supérieur. D'ailleurs, avec la crise sanitaire actuelle, donc avec la COVID-19, on peut remarquer que les emplois qui sont le plus en demande vont nécessiter au minimum des études collégiales, ce qui peut être une problématique pour des personnes ayant une déficience intellectuelle car elles ont généralement un niveau d'études moins élevé. En faisant mes entrevues avec les organismes en employabilité du Québec, les personnes ayant une déficience intellectuelle et les employeurs, je me suis rendu compte, désolée, que nos pratiques sont très basées sur la définition médicale du trouble et non sur la personne. Donc, d'emblée, les organismes vont placer ou du moins diriger les personnes vers des emplois qui sont plus routiniers, avec des tâches plus simples. Ce n'est pas nécessairement ce que la personne va désirer faire ou va aimer, ce qui fait en sorte que ça aussi, ça peut être un obstacle à l'employabilité. Aussi, j'ai remarqué que la construction de l'emploi régulier, parce que mon projet se porte sur l'emploi régulier et non sur l'emploi adapté, est construit sur un modèle qui est neurotypique et par des personnes aussi qui sont neurotypiques. Donc, ce n'est pas nécessairement adapté à une personne qui aurait une déficience intellectuelle ou quelconque situation de handicap, ce qui fait en sorte qu'il faut souvent adapter les structures. Aussi, je me suis beaucoup concentrée sur l'intégration, mais plus j'avance dans mon projet, plus je réalise qu'il faut aussi travailler beaucoup sur le maintien. Avec une population avec une déficience intellectuelle, le parcours varie d'une personne à l'autre. Donc, une personne pourrait venir voir l'organisme, il faut travailler la pré-employabilité qu'on appelle, donc vraiment faire des formations dans des postes spécifiques que la personne désire. Pour d'autres, on va vraiment travailler plus au niveau de la construction du CV ou la préparation à l'entrevue. Et pour d'autres, on va vraiment tout de suite les intégrer dans un emploi et travailler sur le maintien. Donc, c'est important vraiment d'y aller selon le parcours de la personne. Tu peux changer la slide. Pour vous donner une définition de la déficience intellectuelle, donc c'est un trouble du développement qui est fait de déficits tant intellectuels qu'adaptatifs dans 3 domaines, dont les domaines conceptuels, sociaux et pratiques. Pour vous donner quelques idées, le domaine conceptuel, c'est au niveau du langage, de la lecture, la gestion de l'argent et l'écriture. Le domaine social, c'est plus au niveau de l'estime de soi, la communication, la gestion des émotions et le domaine pratique au niveau des soins personnels, la santé et le transport. Donc, une personne qui a une déficience intellectuelle, peu importe le niveau, donc allant de léger à profond, pourrait avoir des difficultés dans un ou plusieurs de ces domaines. Ensuite, sachant que la déficience intellectuelle peut rendre plus difficile l'accès à l'emploi, de travailler sur l'employabilité et l'intégration et le maintien pourrait vraiment aider ces personnes à se développer autant professionnellement que personnellement et aussi à développer une appartenance à la société. Donc, j'ai beaucoup parlé des éléments qui peuvent entraver l'employabilité des personnes ayant une déficience intellectuelle. Maintenant, j'ai parlé des côtés un peu plus positifs. On peut améliorer les environnements de travail qu'on appelle capacitants en travaillant sur 3 niveaux, soit l'environnement qui est social, la culture organisationnelle et les activités de travail. Pour l'environnement social, c'est vraiment au niveau de la sensibilisation du milieu de travail et la sensibilisation des employés. Donc, on veut vraiment venir travailler au niveau des attitudes des employés et du milieu en général. La déficience intellectuelle, ce n'est pas un trouble qui est nécessairement très connu par tous, donc c'est important de venir sensibiliser nos employés aux difficultés que la personne pourrait rencontrer. Ceci va vraiment aider à éviter certains conflits ou mécompréhensions que les employés pourraient avoir face à cette personne-là. Par exemple, pourquoi est-ce qu'elle a un rendement moindre que le mien? Pourquoi est-ce qu'elle a des tâches? Pourquoi ces tâches sont diminuées? Pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas exactement le même travail que moi, si on a le même poste? En venant sensibiliser le milieu
ça aide beaucoup à ce niveau-là et ça aide aussi pour le développement de la personne et elle se sent mieux aussi dans le milieu avec ses collègues. C'est sûr qu'à ce niveau-là, il faut toujours le faire avec l'accord de la personne avant de divulguer quoi que ce soit à son égard. Ensuite, on peut travailler au niveau de la culture organisationnelle. C'est vraiment important de suivre le rythme de la personne. Ici, on ne cherche pas à avoir un employé qu'on dirait plus comme une machine avec un rendement élevé, beaucoup de performance. On veut y aller au rythme de la personne et c'est elle qui va nous dire si elle est prête à prendre davantage de tâches. Et non, nous, on ne doit pas lui imposer rien. Et c'est vraiment important de travailler à ce niveau-là parce que c'est ce qui va déterminer son développement, mais aussi son maintien dans le poste. Ensuite, on peut aussi adapter nos pratiques RH, surtout au niveau de l'explication, par exemple, des conventions collectives, des assurances collectives, aussi des contrats de travail et même juste le poinçonner quand on entre ou quand on termine notre corps de travail. Quand on ne travaille pas dans le domaine, c'est des termes qui sont souvent très difficiles à comprendre, même pour une personne qui ne serait pas en situation de handicap. Donc, c'est important de venir vulgariser avec un langage plus familier des concepts qui peuvent être complexes pour une personne. Et en fait, c'est ce qu'on devrait faire avec tous nos employés, là, en dépit de situation de handicap ou non. Je crois que c'est très important de travailler sur des pratiques RH qui sont plus inclusives. Ensuite, on va venir travailler au niveau de l'activité de travail. Donc, on veut vraiment venir adapter le poste à la personne et non l'inverse. Pour ce faire, on peut, par exemple, changer les horaires. Si la personne n'est pas en mesure de faire un 8 heures sur le plancher, on pourrait lui offrir, par exemple, de faire des journées de 5 heures. Ensuite, on peut aussi faire une liste de tâches où la personne peut venir cocher les tâches qu'elle a faites et ensuite, elle peut suivre en regardant sa feuille ce qui lui reste à faire dans sa journée. On peut aussi utiliser des images. Parfois, c'est très pratique où vraiment la personne va être en mesure de voir exactement ce qui doit être fait via l'image qu'on appelle pictogramme. Donc, c'est quelques idées et pistes de solutions pour comment améliorer les environnements de travail et les amener à devenir des environnements dits capacitants. Alors, merci. Je vais passer la parole à ma collègue Savannah. Parfait. Alors, je vais enchérir de mon côté. Donc, je me nomme Savannah Laurent, je suis étudiante à la maîtrise en ergonomie et je vais vous présenter aujourd'hui mon projet de maîtrise qui est une intervention ergonomique d'amélioration d'une chaîne d'emballage dans une entreprise adaptée. Une entreprise où travaillent des personnes qui ont une déficience intellectuelle, un TSA ou également des troubles socio-affectifs. Donc, mon entreprise adaptée se nomme Groupe TAC. C'est une entreprise de Québec à Québec. Elle a été fondée en 1979 et c'est un organisme à but non lucratif. Groupe TAC a pour mission de favoriser l'intégration socio-professionnelle de personnes qui vivent avec des limitations fonctionnelles en développant différents partenariats d'affaires. Chez TAC, c'est plus de 450 employés, dont 300 qui ont des limitations fonctionnelles. Parmi ces 300 personnes-là, 70% ont des limitations cognitives et socio-affectives et 30% ont des limitations davantage physiques. Mon projet d'intervention cible vraiment deux situations de travail, des situations de travail qui sont dans les lignes d'emballage de bar-tendre. Donc, vraiment, le partenaire du groupe TAC envoie des bar-tendres sous format vrac et Biscuit Leclerc emballera les bar-tendres comme dans les boîtes disponibles à l'épicerie. Donc, la première situation de travail, comme on voit à l'écran, c'est la mise sous chute. Donc, ici, on peut voir à l'écran une vidéo d'une travailleuse qui effectue le cycle d'opération à la mise sous chute. Donc, d'abord, la travailleuse va prendre une caisse sur la palette, va vider la caisse remplie de barres dans les chutes, où est-ce qu'on voit les chutes en métal. Elle va ensuite étaler les barres dans la chute pour finalement jeter la caisse vide un peu plus loin.
Il y a différents facteurs de risque de troubles musculo-squelettiques pour la première situation de travail, là, donc la mise sous chute. Il y a d'abord des efforts excessifs liés au poids de chacune des caisses. Également, il y a la présence de postures contraignantes. On peut voir des postures contraignantes au cou, au dos ainsi qu'aux épaules. Et finalement, là, il y a quand même une fréquence des soulèvements là, de chacune des caisses assez importante. On va se lancer dans la deuxième situation de travail étudiée, qui est la mise en boîte. Donc, encore une fois, ici, on voit une travailleuse qui effectue le cycle d'opération de la mise en boîte. Donc, cette travailleuse est vraiment de l'autre côté de la chute. Elle va s'occuper de prendre chacune des barres dans la chute et la déposer là, dans les boîtes qui circulent devant elle. Les facteurs de risque de troubles musculo-squelettiques à ce poste-là sont d'abord le travail répétitif que demande ce poste de travail, également la hauteur et la dimension des chutes, et enfin, il y a les caractéristiques des chaises qui sont peut-être plus ou moins adéquates. On va aller à la prochaine diapo. Excellent. Donc, quelques notes sur mon intervention ergonomique dans une entreprise dite adaptée. Alors, j'ai constaté dans mon projet d'intervention que le processus était très important. Le processus, en fait, de mise en place d'un environnement capacitant était particulièrement important avec la population de travailleurs du groupe TAC. En fait, j'ai d'abord constaté là, que les travailleurs avaient une certaine appréhension d'une personne externe, la personne externe étant dans cette situation moi-même. Donc, les travailleurs là, avaient l'impression de se faire évaluer, de se faire juger. Et donc, j'ai dû à plusieurs reprises rassurer, former des comités de travail pour vraiment revoir un peu les attentes. Et c'est vraiment ça que j'ai perçu là, pour mon intervention. Ensuite, également, là, j'ai perçu une certaine crainte des travailleurs de voir leur milieu changer. Alors, plusieurs travailleurs ont soulevé l'importance d'avoir une activité de travail fixe, une activité de travail similaire et qui se ressemble à tous les jours. Et donc, là, les travailleurs ont quand même soulevé là, à quelques reprises cette crainte-là là, d'avoir des transformations dans leur milieu de travail. Ce qui mène au dernier point, l'anticipation liée aux transformations. Alors, plusieurs travailleurs ont soulevé encore une fois le stress de voir leur milieu changer et d'apporter des transformations qui pourraient moins leur convenir. Et donc, là, j'ai pu percevoir que le processus est particulièrement important et doit prendre peut-être plus de temps là, avec la population dans une entreprise adaptée comme Groupe TAC. Ce qui m'emmène à mon dernier élément, là, une note sur le maintien à l'emploi dans un environnement qui est capacitant. Alors, en fait, ici, j'ai voulu dresser plusieurs exemples, plusieurs stratégies qui sont présentes chez Groupe TAC et qui font en sorte que l'environnement est un environnement capacitant. Alors, on peut les séparer, ces stratégies-là, en différentes dimensions, comme l'environnement capacitant le définit. Alors, pour la première dimension, là, la dimension préventive, j'ai noté un exemple qui est inséré dans cette dimension. Alors, d'abord, le projet d'intervention ergonomique en tant que tel, mon projet d'intervention, sert à prévenir les risques et montre bien là, que Groupe TAC souhaite favoriser la santé et la sécurité des travailleurs et souhaite conserver les travailleurs à l'emploi. Un deuxième élément dans cette même dimension, j'ai pu constater que dans la majorité des départements, les directeurs et les contremaîtres vont mettre en place des gabarits, des repères lumineux ou des repères sonores pour faciliter l'activité de travail. On peut penser à un travailleur qui a une limitation auditive ou visuelle. Ce genre de stratégie va grandement améliorer son activité de travail. Si on se lance dans la deuxième dimension, la dimension universelle, le premier point qu'on peut retrouver, j'ai perçu chez Groupe TAC qu'il y avait une diversité des caractéristiques individuelles dans un même secteur. Donc, dans un même département, on peut trouver là, un travailleur, en fait plusieurs travailleurs de tailles différentes, d'expériences différentes, mais également là, ayant des limitations différentes. Ce qui emmène au deuxième point, Groupe TAC souhaite favoriser l'emploi pour tout type de limitation, donc souhaite accueillir et inclure dans son milieu de travail des personnes vivant avec tout type de limitation.
Et finalement, le dernier point, la dernière dimension, la dimension développementale. D'abord, l'entreprise souhaite développer l'autonomie au maximum là, des travailleurs. Donc, régulièrement, les contremaîtres, la direction vont ajouter des tâches et également des responsabilités là, aux différents travailleurs. On peut penser, là, par exemple, en période de COVID, un travailleur avait comme tâche de distribuer des masques et de s'assurer des consignes sanitaires. Sinon, un travailleur peut être le maître du temps, donc gérer le temps des pauses. Et enfin, là, comme responsabilité, là, plusieurs contremaîtres vont nommer des chefs d'équipe et des assistants chefs d'équipe là, pour aider l'équipe de travail. Et finalement, dernier point, j'ai noté là, que plusieurs membres de la direction offrent régulièrement aux travailleurs la possibilité de transfert en département et entre équipes. Un transfert non seulement pour élargir les compétences du travailleur, mais également là, pour permettre au travailleur d'interagir avec d'autres équipes et de socialiser là, avec d'autres équipes aussi. Donc, c'est tout. Merci Savannah. Alors, je n'ai pas fait quelque chose que j'ai fait à la suite de la présentation de Marie-Ève, qui était de faire un petit retour sur celle de Kim. Alors, je vais faire ce petit retour-là, en fait, sur nos deux présentations avant d'aller voir s'il y a des questions. Pour l'instant, on n'en a pas dans le chat, mais peut-être que ça va venir. Donc, vous avez vu finalement, avec la présentation de Kim, que oui, on peut jouer sur des facteurs facilitants plutôt en lien avec un environnement social. Donc, il nous a parlé notamment des attitudes. Je pense que via des discussions avec comment est-ce qu'on dit ça, nos collaborateurs en fait qui nous ont aidés à mettre en place le panel, c'est quelque chose qu'on retrouve de façon assez fréquente, sauf que Kim nous a montré aussi qu'on pouvait aller, que c'était comme la base, mais qu'on pouvait aussi aller au-delà en jouant aussi sur des facteurs organisationnels ou des facteurs en lien avec de la communication, finalement, ce qu'on a retrouvé aussi chez Savannah avec tous les pictogrammes qu'on peut retrouver, les signaux lumineux, la façon de bien travailler, les outils aussi qu'on met à votre disposition pour comprendre le milieu de travail. Donc, on voyait ça dans ces deux présentations-là. Et avec la présentation de Savannah et de Kim aussi, on a abordé un peu les processus. Alors, c'est quelque chose qui a été dont Marie Laberge a parlé dans sa présentation, mais bien évidemment, pour développer un environnement capacitant, on n'impose pas les choses aux gens, c'est des démarches qui doivent être participatives, faites avec les personnes et non pas forcées sur les personnes. Et donc, il y a toute une attention à avoir sur la façon de mettre en place aussi ces développements d'environnement. Et on voit bien avec nos trois présentatrices que je remercie, que personnellement, j'ai vraiment trouvé que vous aviez fait des superbes présentations, que ça peut se jouer aux différents moments en préemployabilité, une fois qu'on est en intégration, dans le maintien, voire sur des potentiels de transfert et finalement oui, de se maintenir en emploi, certes, mais aussi de s'y développer, de continuer à apprendre pour être capable d'aller finalement peut-être d'une tâche à une autre, d'un secteur à un autre ou d'une entreprise à une autre pour transférer des choses qu'on a appris dans un milieu de travail. Voilà, donc c'était le petit résumé que je voulais faire suite à ces trois présentations-là qui ont vraiment permis de toucher différentes partie de ces environnements capacitants. Alors, je vois qu'il y a peut-être une question, ou alors c'est Alec qui oui, une première question. Alors, ouais. Je suis désolée, vous comprendrez en m'écoutant pourquoi c'est ma collègue, donc Isabelle, qui fait l'essentiel des commentaires aujourd'hui. Alors, désolée pour ma voix. Donc, la première question, qui est plus générale, en fait, sur l'ergonomie. Donc, qu'est-ce qui a poussé les ergonomes à s'impliquer dans la création des environnements capacitants? Alors, je vais prendre la parole là-dessus. Je dirais que peut-être historiquement, dans le développement de la discipline, on a été beaucoup soit en dénonciation de problèmes,
c'est ça, parfois perçus un peu comme des empêcheurs de tourner en rond parce que, étant donné qu'on veut développer de façon équilibrée à la fois les performances des organisations, mais aussi la santé des gens, et ben souvent on appuie un peu là où ça fait mal. On nous appelle souvent quand il y a des problèmes de santé, donc on vient souvent un peu brasser les choses dans les organisations. Et on s'est rendu compte que ces démarches-là de dénonciation ou de rendre visibles certains aspects du travail étaient nécessaires, mais parfois on n'arrivait pas tout à fait à nos fins. Et on s'est rendu compte dans le développement de cette discipline-là qu'il fallait aussi qu'on aille d'une part chercher les forces qui existaient dans les organisations et aussi penser de façon conjointe le développement des individus dans un parcours de vie au travail et le développement des organisations. Et à ce moment-là, ça résonnait beaucoup avec justement ces concepts développés par Amartya Sen, qui lui s'intéresse aux possibilités concrètes de réalisation, pas aux possibilités théoriques, mais vraiment à ce que les gens sont réellement capables de faire. Donc, on a trouvé dans les propositions d'Amartya Sen au travers des capacités des leviers très importants pour aller plus loin dans nos interventions et pour penser un développement sur un temps plus long aussi des personnes. Et ça permettait j'aime pas ce terme, c'est un anglicisme, mais d'adresser à la fois des questionnements de santé et sécurité au travail qui étaient déjà présents, des questionnements de permettre une grande diversité au travail d'expérience, d'âge, de limitation, de genre, etc. Mais aussi d'aller sur cette partie développementale qui était moins présente au début. Donc, je dirais que c'est un peu une conjonction d'intérêts quelque part qui a eu lieu. J'ajouterais juste un petit mot, si vous m'entendez, pour dire que ça s'inscrit aussi tout à fait dans la perspective de passer de personnes aussi handicapées à personnes en situation de handicap, donc de décentrer aussi, de ne pas s'intéresser seulement aux caractéristiques individuelles des personnes, mais comprendre les personnes dans leur environnement et notamment dans leur environnement de travail et leur environnement social. Donc, on prend l'ensemble des facteurs environnementaux. Donc, ça va tout à fait aussi dans cette perspective-là qui rebondit sur la conception aussi et la mise en œuvre des politiques publiques. Donc, en fait, c'est un courant finalement là, qui est plus global aussi, là, qui s'est développé là, au cours des dernières années. Tout à fait. Cette notion d'environnement capacitant dans la définition plus particulière donnée qui comporte des aspects de santé, d'universalité et de développement, on retrouve ces termes-là aussi donc de façon plus large en politique publique. On va le retrouver aussi dans des gens qui travaillent en design, en conception de systèmes. Donc, c'est aussi un concept qui permet à des gens de se parler en provenance de disciplines ou de métiers différents. Donc, il est intéressant aussi pour avoir un langage commun quelque part pour faire avancer les choses. Alors, on a encore 5-6 minutes. 5 minutes, nous dit Sabrina. Est-ce qu'il y aurait une question par le chat ou avec la main? Oui, il y a une autre question. Pour de Valérie Martin, je développe présentement la notion d'accessibilité universelle dans l'entreprise, un concept qui provient du design et du domaine de l'éducation. Comment se compare la notion d'environnement capacitant par rapport à celle d'accessibilité universelle? Est-ce simplement une différence de discipline ou ces deux concepts sont-ils complémentaires? Elle n'est pas facile, cette question. Elle n'est vraiment pas facile. Personnellement, dans les usages que j'ai faits de ces deux concepts-là, c'est des choses que moi j'ai utilisées dans ma thèse doctorale. Finalement, je trouve qu'elle permet d'aller un peu plus loin. C'est-à-dire qu'elle permet quand même d'une part d'avoir la notion de santé qui reste quand même présente et la notion préventive. Donc oui, dans l'accessibilité universelle, on veut enlever les obstacles, mais cette notion de santé, elle n'est pas si explicite que ça. Et on parle de santé, on ne parle pas de santé opposition à maladie.
On parle de santé comme satisfaction, comme bien-être, comme santé physique et psychologique. Donc, il y a quand même toute cette dimension-là qui est peut-être là dans l'accessibilité universelle, mais qui n'est pas si explicite, surtout quand elle vient plus de la littératie, je dirais, ou du domaine des sciences de l'éducation. Ce n'est pas si évident. Et nous, comme ergonomes, on doit y faire face parce que quand on fait des changements dans l'environnement, on veut qu'il préserve la santé, mais aussi l'efficacité. On veut que quelque chose permette aux gens de ne pas se blesser, mais aussi de faire des choses dans une même durée, par exemple. Si on pense à des déplacements dans du transport, la notion d'efficacité, elle est quand même là dans ces notions d'environnement capacitant-là. Elle n'est pas toujours explicite non plus dans l'accessibilité universelle. Et je trouve que la dimension personnellement développementale vient s'ajouter aussi à l'accessibilité universelle. Donc, je le vois comme un concept peut-être plus englobant et peut-être aussi comme une lunette un peu moins normative que l'accessibilité universelle parce qu'on n'a pas de checklist. La partie développementale elle nécessite d'avoir une compréhension très contextualisée de à qui on s'adresse, de pourquoi on fait les choses, de ça veut dire quoi le développement dans cette situation, ça veut dire quoi augmenter la capacité d'agir, développer l'autonomie, etc. Donc, elle est plus englobante, je pense, à mon sens, comme notion. Je partage ta manière de présenter les choses aussi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Merci. C'est pour les présentations. Est-ce que parmi nos 3 présentatrices, il reste 2-3 minutes, vous voudriez rajouter quelque chose, l'une de vous, soit par rapport aux questions, soit par rapport à ce que vous avez entendu de vos collègues? Est-ce qu'il y a un point où vous vous dites « Ah, j'aimerais le partager peut-être Non? Je vous prends à chaud un peu. Hein. Attends une question de plus, Aline. Moi, je n'en vois pas arriver. Pas d'autres questions. Je vois donc dans le chat finalement des remerciements pour les présentations, notamment pour la vision d'un accompagnement pluridisciplinaire des environnements capacitants. Mais je ne vois pas d'autres questions. Donc, au terme de la séance, donc peut-être que cela ne nous permet plus vraiment d'avoir le temps pour poser d'autres questions. Je pense qu'on va pouvoir, dans ce cas, conclure. Et cela en vous remerciant toutes les 3 pour vos présentations et vos projets inspirants. Et on va vous souhaiter bien entendu une belle fin de projet et remercier également nos collègues Marie Laberge et Martin Chagrin d'avoir partagé aussi la vidéo d'introduction. Et je te cède la parole, Isabelle, pour le mot de la fin. Écoutez, merci à tous ceux qui ont assisté à ce panel. Donc, nous espérons que vous y avez trouvé des choses intéressantes, puis peut-être des idées de pistes de transformation ou de façon peut-être de décaler votre regard sur certaines situations au travers des 3 illustrations qui nous ont été faites dans ces différentes phases d'un parcours. Donc, merci, voilà. Merci aussi à tous ceux qui ont signé et qui nous ont accompagnés pendant la séance. Voilà, donc nous vous souhaitons une très belle fin de journée et puis peut-être à une prochaine fois. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.